marqué le nom du parti, donc Yeesal En Marche, parce que le En Marche est une composante importante du nom du parti. Ça peut cacher l'ambition aussi que vous avez? Bon, non, pas spécialement. Non. Alors, pas spécialement. Vous êtes également le PDG de Akile SA. Absolument. Akile SA, et vous êtes administrateur du Club des investisseurs sénégalais. C'est bien ça? C'est bien cela. Alors, nous avons en face de nous, mesdames et messieurs, très chers téléspectateurs, un homme qui a fait l'actualité à une certaine durée. Vous êtes d'accord avec moi? Absolument. Vous avez tenu en haleine toute une république. Malgré nous. Mais où en sommes-nous avec cette affaire de Akile? Bon, tout d'abord, Fabrice, merci beaucoup de me recevoir dans votre émission. J'en profite pour saluer l'ensemble des auditeurs et téléspectateurs de la chaîne Sen TV et également l'ensemble de nos collaborateurs et partenaires, aussi bien sur le plan politique que sur le plan professionnel. Effectivement, j'ai, malgré moi, fait l'objet de l'actualité médiatique en 2020. Malgré vous, en bien ou en mal, ou bien vous avez jugé qu'on vous a emmené dans un procès en sorcellerie? Bon, je ne veux pas être dans des formules comme ça, mais c'est effectivement malgré moi, parce que je n'étais pas demandeur de cette exposition médiatique-là. Il s'est trouvé qu'il y a eu un différend qui est né dans le cadre d'un contrat qu'on avait signé entre Senelec et Akili. Je rappelle que Senelec est actionnaire de Akili à hauteur de 34%. Et que ça faisait déjà 3-4 ans qu'on travaillait ensemble dans de très bonnes conditions, sans aucun problème. Bien au contraire, c'est d'ailleurs le succès et la réussite dans les premiers projets qu'on a eu à faire ensemble. C'est de cela est née la volonté d'élargir encore le partenariat en allant vers ce fameux projet de généralisation du comptage intelligent, donc avec ce qu'on a appelé les compteurs WFL+, on appelait ça à l'époque, oui. Avec un contrat de 186, quelque chose, donc arrondissant à 187 milliards de francs CFA, qui devait être exécuté sur 10 ans. Bon, naturellement, il y a eu beaucoup de polémiques autour de... Enfin, naturellement, je ne sais pas si c'est naturel d'ailleurs, mais en tout cas... il y a eu beaucoup de polémiques. Exactement. Le fait est qu'il y a eu beaucoup de polémiques sur ce contrat-là, sur son bien fondé, sur son utilité, etc. Et on a eu, moi j'ai le sentiment qu'on a fait l'objet d'une cabale médiatique, qui a été orchestrée par des groupes d'influence qui avaient certainement des intérêts divergents de l'intérêt général qui était celui du contrat, parce qu'en vérité, on a essayé de présenter Akili comme un prédateur, comme des gens à qui on a fait une faveur indue, alors que ce n'est absolument pas le cas. C'est une société sénégalaise. Le capital est détenu par des Sénégalais qui emploient des Sénégalais et qui avait commencé à faire ses preuves au Sénégal. Qu'est-ce qu'on a eu? En lieu et place, on a, comme j'ai dit, monté une cabale. On a essayé de décrédibiliser la société. On a essayé de faire croire que le contrat n'a pas été signé en bonne et due forme. Non, dites bien pas on, c'est-à-dire Senelec. Alors, on peut dire, je vais dire, alors pour être plus précis, puisque c'est ça que vous cherchez. Non, mais en fait, je ne veux pas dire Senelec, oui. Parce que si je dis Senelec, c'est toute l'institution Senelec que j'embarquerai dedans. Oui. Mais je vais dire surtout le nouveau management de Senelec, sous la direction de Papa Mademba Bitèye, pour être très précis. C'est-à-dire le on là, il renvoie précisément à Papa Mademba Bitèye, parce que c'est le seul changement qui a eu lieu. Le contrat a été signé en février 2019. Ils devaient rentrer en exécution et ils ont posé des actes d'exécution du contrat, puisqu'ils nous ont payé près de 2,7 milliards de francs CFA en acompte suivant les termes du contrat. Ils ont envoyé, et ça pour le coup c'est M. Bitèye lui-même qui a signé l'ordre de mission des agents de Senelec qui sont partis avec les agents de Akili en Chine pour aller réceptionner les premiers compteurs qui ont été fabriqués. Ça c'était en septembre-octobre 2019 toujours. Et on se réveille du jour au lendemain, on apprend que... Ils ont d'ailleurs, je continue sur les actes qui ont été posés, oui. Ils ont également réceptionné les compteurs, c'est-à-dire qu'on a amené les premiers compteurs qui ont été réceptionnés en Chine, en usine, ils sont arrivés à Dakar, ils ont été réceptionnés dans les magasins de Senelec. Donc je pense que quand vous avez signé un contrat sur lequel vous avez déjà payé un acompte, sur lequel vous êtes déjà parti réceptionner du matériel, que vous avez reçu le matériel effectivement et que vous l'avez stocké dans vos magasins, vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a pas de contrat là-bas, de mon point de vue. Mais oui, mais au niveau où nous étions, on a vu quand même que les travailleurs de Senelec aussi, les syndicats, s'y sont mis. Alors, merci. Alors, jusqu'à présent, on est toujours dans cette histoire de groupe d'intérêt, comme je disais tout à l'heure. C'est-à-dire que, effectivement, et c'est ça le problème qu'on a dans ce pays-là, en partie, on a des gens qui
dévoie des organisations sociales, des responsabilités qui leur sont confiées à la tête d'organisations sociales, comme les syndicats par exemple, qui au lieu de faire ce pourquoi, ou en tout cas de se battre pour ce pourquoi ils devraient se battre, se laissent embarquer dans des batailles ou dans des projets des entreprises qui ne sont pas, qui ne les honorent pas, mais qui apparemment dans lesquelles ils ont un intérêt personnel, et donc s'engagent dans ces batailles-là sans pour autant regarder l'intérêt général. Donc je ne peux pas dire que parce que Sutelec avec M. Habib Aïdara a été en première ligne, ou bien que le SICAS, le syndicat des cadres de Senelec, avec Serge Détier-Louis Cissé, qui a été celui qui a écrit à l'ARMP ainsi qu'à l'OFNAC pour dénoncer le contrat, etc., demander qu'il se prononce, que ces institutions-là se prononcent sur le bien fondé du contrat, on ne peut pas dire que ces gens-là ont agi au nom de l'intérêt général. J'en veux pour preuve que quand on a saboté le contrat, parce que c'est du sabotage en bonne et due forme, hein, clairement. Moi je considère qu'on a essayé de saboter le contrat entre Akilee et Senelec pour servir des intérêts privés et particuliers. Absolument. Ce n'est pas l'intérêt général qui a prévalu dans cette affaire-là, parce qu'autrement, on ne peut pas avoir une société sénégalaise qui, au Sénégal, fait quelque chose qu'a priori aucune autre société sénégalaise ne fait, en tout cas nous pas à notre connaissance, parce qu'on ne l'a jamais vu faire au Sénégal, et on n'a jamais vu d'ailleurs dans la sous-région ou dans le continent quand on participe à d'autres appels d'offres, parce qu'on participe à des appels d'offres dans d'autres pays. Au-delà du Sénégal. Au-delà du Sénégal. Et on ne voit aucune société sénégalaise ou même de la sous-région se présenter. Donc ça veut bien dire qu'a priori, il n'y a pas une alternative directe dans le pays. Mais on ne peut pas écarter une société sénégalaise comme ça et amener une société étrangère, en l'occurrence Powercom, qui est une société israélienne qu'on a amenée au Sénégal, à qui on a donné le marché d'approvisionnement des compteurs et en lieu et place donc de la société sénégalaise, sans aucun appel d'offres pour cette société étrangère, en l'occurrence donc Powercom. C'est-à-dire que Powercom a eu 2 contrats au Sénégal, un premier de 45 000 compteurs, un deuxième de 250 000 compteurs. Entre les deux, il y a beaucoup à dire d'ailleurs, parce que je ne voudrais pas qu'on perde le fil de notre développement. Mais je tiens à y revenir après, parce que ça c'est extrêmement important. C'est-à-dire qu'ils ont signé un premier contrat en 2020, sans aucun appel d'offres, avec des prétextes fallacieux sur le pourquoi est-ce qu'il fallait signer ce contrat-là sans passer par un appel d'offres avec Powercom. Ils le font une première fois. Ces compteurs-là, la plupart d'entre eux sont défectueux. Ils ont causé énormément de pertes à Senelec. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il y a des rapports, il y a un PV de réunion qui date du 30 mars 2022. C'était hier, 30 mars 2022. Donc c'est 2 ans après, n'est-ce pas? Signé entre Sutelec et donc le plus grand syndicat de Senelec et la direction générale de Senelec, dans lequel il est écrit noir sur blanc que les compteurs de Powercom leur posent énormément de difficultés parce qu'ils génèrent énormément de réunion. Comment vous avez fait? Non, je ne suis pas à la Senelec. Je n'ai pas besoin d'être à la Senelec pour avoir des informations. Mais oui, est-ce que vous avez, je veux dire, il y a eu à un moment l'arbitrage du chef de l'État, tout le monde le sait. Est-ce qu'à ce niveau, rien n'a bougé, tout est resté en l'état? Alors, on y viendra après à l'arbitrage de son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall. Continuons d'abord sur ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire c'est important de comprendre que ce qu'on a fait, c'est qu'on a saboté un contrat pour servir des intérêts privés, encore une fois, avec des notions également de surcoût. Je n'irai pas dire surfacturation parce que je ne peux pas apporter de preuves de surfacturation. Mais le surcoût, il est réel. Parce que si je fais, c'est-à-dire quand les éléments sont simples, quand je prends les coûts des urgences partout et qu'il y ait des gens qui ne sont arrivés là où ils sont que par presque finalement un concours de circonstances et ils sont bénéficiaires d'un décret et qui se mettent à dilapider les ressources publiques sans aucune raison. C'est des accusations. Non, ce ne sont pas des... Rien ne prouve que cet argent-là va dans les poches des gens. Non, attention, il y a dire qu'on a dilapidé les ressources publiques, ça ne veut pas dire que c'est allé dans la poche des gens. Parce que si, ça veut dire quand j'achète quelque chose plus cher que ce que je ne devrais acheter, je suis en train de dilapider. Mais le bon gestionnaire... C'est fait à dessein? Non, peu importe. C'est pour la raison pour laquelle c'est fait. Ce qui est important, c'est qu'effectivement, quand je suis un gestionnaire de ressources publiques et que je décide d'acheter quelque chose plus cher que ce que je ne devrais, le prix auquel je devrais l'acheter, je suis en train de dilapider sciemment l'argent public. Ça, il n'y a pas de discussion. Maintenant, est-ce qu'effectivement, il y a un intérêt dans cette dilapidation-là? Ça, c'est autre chose. Ça, je n'irai pas jusque-là. Je n'ai pas... Alors aujourd'hui, donc, on peut retenir qu'en fait, vous avez perdu. Absolument pas. Ah, comment? Perdu quoi?
Votre contrat avec Sénélec? Non, on n'a pas perdu, parce qu'on a perturbé, c'est ce que j'ai dit, on a saboté le contrat. Donc effectivement, un contrat qui avait commencé à être exécuté en bonne et due forme, on l'a saboté, parce qu'on a empêché son bon déroulement. Mais pour perdre, il faudrait qu'on aille devant la justice. Aujourd'hui, on n'est pas allé devant la justice parce que pour régler de ce problème-là, pour traiter de ce problème-là, il faudrait aller devant une cour d'arbitrage, la cour arbitrale de la CCJA. Au jour d'aujourd'hui, on n'y est pas allé. On n'y est pas allé parce qu'il y a eu un processus aussi de discussion avec, qui a impliqué les plus hautes autorités de ce pays-là, en l'occurrence le chef de l'État, et qui a manifesté sa volonté de régler ce différend-là à l'amiable. Ça a été fait. Il y a une partie qui a été faite, mais vous voyez, c'est toujours la même histoire. En août 2022, il y a presque un an, on a mis en place un protocole qui devait être exécuté correctement. Il y a une partie du protocole qui a été exécutée et depuis la Sénélec fait la sourde oreille. Et comme je dis, j'aime pas dire la Sénélec, je vais dire M. Bitté fait la sourde oreille. Est-ce que vous n'êtes pas aussi en train d'accuser à tort M. Bitté de vous en vouloir quelque part? Non, je ne l'accuse pas. Non, pour le coup, c'est pas une accusation. Il est évident que M. Bitté a fait de moi son objectif principal pour avoir du bilan à Sénélec. Je pense que le principal actif du bilan de M. Bitté à Sénélec, quand on essaiera de se rappeler son passage, on pensera à Kili avant tout. Non, mais le bilan de Bitté aujourd'hui, c'est quand il nous annonce, ou quand on nous annonce que Sénélec va baisser les coûts de l'électricité, après l'acquisition quand même d'un matériel adéquat pour ça. Bon, ben, ça fait plusieurs fois qu'il nous annonce ça et que ce n'est pas arrivé. Et la réalité, c'est qu'on nous a annoncé que le courant allait baisser, il n'a pas baissé, on a augmenté le prix de l'électricité. Aujourd'hui, les Sénégalais se plaignent énormément du fameux Woyofal. Les gens disent que Woyofatul fait 10. Bon, ben, qu'on se demande pourquoi nous 10. Mais oui, mais c'est parce qu'il fait chaud, le courant coûte cher. Ah bon? La consommation augmente. Non, c'est pas ça? Non, ça pourrait être en partie cela, mais les gens ne sont pas totalement amnésiques. Hein. Et je ne pense pas que tout le monde puisse se tromper en même temps. Les gens disent, moi, de la même manière, j'entends des gens vous dire, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai changé ceci, j'ai changé cela, j'ai acheté des équipements plus efficaces, et ma facture revient beaucoup plus chère. Et moi-même qui vous parle, la dernière facture que j'ai reçue, je me suis dit, mais attends, il y a un problème, c'est pas possible. Parce que c'est effectivement, on ne comprend pas comment cela peut être aussi élevé. Alors, je ne suis pas dans la démagogie. J'ai été le premier lors d'une émission que j'avais faite en février 2020 avec Mamoudi Morakan. J'expliquais qu'effectivement, dans la facture d'électricité, dans votre facture, il y a deux paramètres. Il y a le prix de l'électricité que vous ne maîtrisez pas, qui est fixé par décret, etc., avec la commission de régulation. Mais il y a de l'autre côté, vous avez la quantité d'énergie que vous consommez. Et ça, vous avez un contrôle dessus. Parce que c'est vous, c'est votre comportement, c'est ce que vous dites tout à l'heure. Est-ce que vous avez allumé beaucoup d'équipements ou pas? Mais c'est votre cas, c'est pour ça c'est cher, il fait chaud. En l'occurrence, non, mais non, Fabrice, je ne peux pas vous laisser dire ça. La consommation de tout un chacun augmente. Non, en période de chaleur, mais ça a commencé bien avant la chaleur, là, ce que je vous dis là. Diesel, le diesel là. C'est diesel. Ah, c'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est les Sénégalais qui le disent. Ouais, il faut tout le faire 10. Donc bon, le Woyofal est devenu diesel. Mais la réalité, c'est quoi? C'est qu'on le dit comme ça en riant. Mais il y a énormément. C'est-à-dire, il faut comprendre une chose, Fabrice. Cette affaire de Powercom est une affaire extrêmement grave. Parce que, encore une fois, cela traduit tout ce qu'on ne veut pas ou qu'on ne devrait pas faire si réellement nous voulons faire avancer le pays. On ne peut pas bâtir le pays et développer le pays en ne s'appuyant pas sur le secteur privé national. On ne peut pas développer le pays en affaiblissant des entreprises et des entrepreneurs sénégalais. On ne peut pas développer le pays en laissant passer des décisions ou des gens, en tout cas, abuser de leur position dominante, parce qu'en l'occurrence, c'est le cas. Si M. Bitté se permet de faire ce qu'il a eu à faire, c'est parce que tout simplement, il se sent protégé par la puissance publique. Le fait d'être directeur général de Sénélec, de se dire que oui, bon, c'est nous, c'est l'État, on peut faire ce qu'on veut. En bonne et due forme, moi je vous dis, si j'étais américain, si j'étais français, si j'étais chinois, si j'étais turc, personne n'oserait saboter le contrat une fois qu'il a commencé à être exécuté. C'est une vue de l'esprit aussi. Non, c'est pas une vue de l'esprit, c'est une réalité. Personne, je dis bien, n'aurait osé toucher à ce contrat-là alors qu'il a déjà commencé à être exécuté sans faute aucune de la part de Akili. Si je dis bien, si moi j'étais américain, français, turc, chinois ou quelque autre nationalité que vous voulez, israélien pour le coup, n'est-ce pas, hein, vous auriez eu exactement tout le contraire de ce que vous avez vu arriver avec Akili. Mais ce n'est pas un problème, parce que la vérité c'est qu'il y a eu, comme je dis, c'est une conjonction d'intérêts. Vous avez eu la réalité c'est qu'il y a des gens qui avaient aussi un objectif politique derrière ça, c'est, voilà, voir comment
peut-être entacher ou essayer des faucons, tapis dans l'ombre, qui se disent, bon, il y a peut-être un tel qui peut nous gêner, donc essayons de voir comment est-ce qu'on peut... citer. On parlait beaucoup de M. Makhtar Cissé, ancien DG de la Sénélec. On disait qu'en réalité, vous n'étiez qu'un prête-nom de Akilé. Il faut dire les choses telles quelles. D'ailleurs, il y a eu l'IGE qui a blanchi le M. Makhtar Cissé par rapport à cette question-là. Enfin, pas l'IGE, l'ARMP, parce que l'IGE n'a pas été saisi. L'ARMP, autant pour moi. L'ARMP qui a été saisi par le syndicat des cadres de Sénélec. Mais vous savez, là où c'est gênant, c'est pourquoi, dans le cadre de l'affaire Akili, dans le cadre du contrat signé avec Akili, le syndicat des cadres de Sénélec se lève et interpelle l'ARMP. Et quand il y a un contrat qui est signé en entente directe avec la société Powercom israélienne, à qui on a donné un marché sans aucun appel d'offres, rien du tout, ce qui serait impossible pour Akili en Israël. Déjà, moi-même, pour que j'entre en Israël, il faudrait déjà que je ne montre pas de blanche. C'est même pas garanti que je puisse obtenir le visa pour y entrer. Alors, encore moins, avoir le visa, entrer là-bas, m'établir et avoir un contrat, récupérer le contrat d'une société israélienne. On va mettre de côté la société israélienne. Moi, Sénégalais, je vais arriver en Israël, on va me donner le contrat dans un secteur aussi stratégique. Mais l'ARMP aussi n'a pas dit clairement que le contrat était bon. Ah si, l'ARMP a dit de manière claire. Attendez, la question c'était pas est-ce que le contrat est bon ou n'est pas bon. Oui. La question posée c'était de dire le contrat est nébuleux, nous voulons être édifiés sur est-ce qu'il était bien, est-ce qu'il avait respecté les règles de procédure de passation de marché. En l'occurrence, l'ARMP a dit qu'il y avait une dualité de régime juridique applicable, c'est-à-dire que la société Sénélec étant une société anonyme, donc qui est soumise également aux règles du droit de l'OHADA, elle pouvait à la fois passer par les conventions réglementées ou passer par un appel d'offres. Maintenant, le fait de passer par l'une ou l'autre des voies est une décision qui relève du management et que la RMP n'a pas à se prononcer sur cela, quel que soit le choix qui a été fait. Ce qu'ils peuvent dire, c'est qu'il n'y a absolument rien de nébuleux dans la signature de ce marché-là. Maintenant, ils ont voulu, et c'est normal, et c'est ça le principe de responsabilité. Quand vous êtes en train quand vous avez deux parties qui sont opposées par un différend et que vous avez été interpellé dans cela, bon, pour essayer d'arrondir les angles, vous dites maintenant je vous propose de vous retrouver et d'essayer de faire ceci, de faire cela. Au final, qu'est-ce qui s'est passé? Tellement ils savaient qu'ils n'étaient pas contents de la décision de la RMP, ils ont décidé finalement quand vous regardez le rapport provisoire de la RMP comparé au rapport définitif de la RMP, il y a eu même les orientations de la RMP qui disaient, du comité de règlement des différends, qui disaient qu'il invite les parties à venir s'asseoir devant le CRD pour négocier. Même ces parties-là ont été enlevées. Ça montre la juste intention de Sénélec de ne pas du tout vouloir collaborer avec nous. Et à ce moment-là, on l'accepte. Il y a aucun souci. Encore une fois, c'est pas Sénélec, c'est le nouveau management. Ça n'a rien de personnel avec M. Biteye, mais il se trouve que c'est lui qui a posé les actes. Si c'était Fabrice Ngama qui l'avait fait, j'aurais dit Fabrice Ngama. D'accord, Fabrice Ngama, il n'est pas obligé de Sénélec. Mais ce qui est sûr, c'est que Amadou Ly, quand même, essaie d'investir en politique. Et on vous a vu lors des dernières élections locales. D'ailleurs, vous êtes le président de Yessel en marche. Point d'exclamation. Pas Yessel, hein? Yessel. Yessel veut dire autre chose en wolof. Yessel en marche. Point d'exclamation. Alors, qu'est-ce qui pousse certains chefs d'entreprise à s'investir en politique? On le voit de plus en plus. Bon, je ne saurais répondre à la question pour tous les chefs d'entreprise. Moi, ce que je sais, c'est que... Voilà, exactement. Ce que je peux dire, c'est dans mon cas personnel. La vérité, c'est que déjà, quand on est chef d'entreprise, d'une certaine manière, on participe à la vie politique. Parce que l'entreprise est un élément, une composante essentielle de la construction d'un pays. Sans entreprise, il n'y a pas d'emploi. Sans entreprise, il n'y a pas de recettes fiscales. En tout cas, beaucoup de nos recettes fiscales ne seraient pas là. Et donc, toutes les politiques publiques peuvent être difficilement menées. Donc, quand on est un chef d'entreprise, on est un acteur économique important et un acteur de la société. On a une implication au quotidien dans tous les sujets qui intéressent les Sénégalais. La politique sous l'eau tropique, c'est une guerre sans fin. Oui, bon, c'est pas seulement sous l'eau tropique, là, c'est normal. Dès lors que la politique, parce que quand on dit la politique, c'est quoi? C'est s'engager pour essayer de gérer des choses que nous partageons tous. Donc le bien commun. Ça, c'est basique. Ça, c'est l'objectif de la politique. Tout le monde ne peut pas le gérer en même temps. Il faut qu'il y ait un groupe qui le gère, en l'occurrence un parti ou une coalition, etc. Donc, tous ces gens qui sont engagés luttent pour la même chose et donc chacun use des stratégies qu'il peut
pour pouvoir accéder au pouvoir et donc avoir la confiance de ses concitoyens, en l'occurrence des Sénégalais. Donc nous, on a décidé de nous engager un peu plus encore en politique parce que tout simplement, on a eu l'impression que ce qui devrait être fait pour que le Sénégal aille plus loin encore en termes d'essor, de développement et de perspectives pour cette jeunesse. Aujourd'hui, vous voyez, peut-être qu'on y viendra, mais vous voyez, la jeunesse, elle est désœuvrée. Il y a énormément de choses qui se passent actuellement. C'est vous qui le dites. En face, on vous dit que vraiment, il y a des projets qui ont été réalisés. Bon, on en revient. Certainement, mais on y reviendra. En tout cas, les faits sont là. Moi, je ne sais pas, personne ne peut nier aujourd'hui toutes les pirogues qui sont en train de partir tous les jours, ou quasiment toutes les semaines, parce que les jeunes ne veulent pas rester au Sénégal. Ils se disent qu'ils n'ont plus d'espoir, ils n'ont plus de perspective, et donc leur seule perspective, c'est de se dire, bon, leur seul espoir, c'est de se dire, je vais traverser, prendre des risques, presque le suicide, parce qu'in fine, c'est quand même très périlleux comme voie d'émigration, de prendre les pirogues là comme ça, sans aucune garantie, sans aucune sécurité, pour espérer rallier l'Europe à travers ces voies. Une vie meilleure. Espérer. Ouais, espérer une vie meilleure. Et donc, je reviens sur le fait que quand on voit cela, on ne peut pas... alors, en tout cas, moi personnellement, je me dis que j'ai l'obligation de faire partie de ceux qui vont essayer d'apporter une solution à ces problèmes-là. J'ai essayé d'apporter des solutions à travers l'entrepreneuriat, mais ça ne suffit pas. Parce que c'est peut-être je n'ai de l'influence que dans un cercle réduit, dans le secteur dans lequel je suis en train d'agir, avec les gens avec lesquels je suis en train de travailler. La politique a ceci de particulier que si j'arrive à réaliser des objectifs que je me suis fixés dedans, justement, je devrais pouvoir impacter un plus grand nombre de personnes et transformer un plus grand nombre de secteurs. Et en l'occurrence, c'est ça la véritable motivation de notre engagement en politique. Le Sénégal est un pays formidable qui a d'énormes potentialités, aussi bien du point de vue des ressources humaines que du point de vue des ressources naturelles. Mais quand on regarde réellement l'état de développement et la situation sociale et économique du pays, on se dit que bon, il y a quand même on pourrait quand même faire beaucoup mieux. On ne dit pas que ceux qui sont là ou que ceux qui sont passés avant n'ont rien fait. On dit qu'on peut faire mieux. Il y a une différence entre ne absolument rien avoir fait et faire mieux que ce qui a été fait. Et ça, c'est ma conviction. On est entré en politique à travers les locales, vous l'avez dit. Oui. On est parti avec un mouvement indépendant qu'on a appelé Yeesal Keur Massar. Moi, je suis comme j'aime à le dire, un enfant de la banlieue, donc banlieue-là. J'ai grandi à Keur Massar. À vous voir, certains doutent souvent. Hein. Mais bon. On vous prend plus pour un enfant, excusez-moi, né avec une cuillère en or dans la bouche. Non, excusez-moi. Non, vous avez raison. Mais je vais vous dire, Fabrice, est-ce que vous savez que moi, c'est à l'âge de 11 ans, depuis l'âge de 11 ans, je vendais du thon et de la mayonnaise pour ma mère dans la rue. Je suis loin je vous le dis, je suis très loin d'être issu d'une famille riche ou je sais pas quoi. Moi, j'ai perdu mon père il y a 25 ans maintenant. Ma mère, elle est femme au foyer. Et en 93, je vous dis, pendant 4 ans à Guédiawaye, je m'asseyais devant une boulangerie pour vendre du thon et de la mayonnaise pour ma mère. Donc, Amadou Ly Akile est un ancien vendeur de thon et de mayonnaise. Absolument. Comment on appelle ça, j'adore ça, justement. J'adore manger du pain thon mayo jusqu'à aujourd'hui. C'est mon petit déjeuner, mon truc, machin. Parce que ça me rappelle, ça me renvoie aux années les plus difficiles de ma vie. Et c'est une manière c'est une forme d'introspection qui te permet aussi de rester sur terre, parce qu'effectivement, peut-être qu'à un moment donné, la situation sociale a évolué, la situation économique également a évolué, à titre personnel, j'entends. Et si tu ne fais pas attention, tu peux très rapidement te perdre et commencer à être... Donc j'étais en train de parler du mouvement Yeesal Keur Massar. Oui, c'est important et c'est l'occasion donc de saluer également tous les militants du parti Yeesal En Marche aujourd'hui qui se sont engagés, qui ont transformé le mouvement Yeesal Keur Massar en parti Yeesal En Marche. On est parti aux élections locales, indépendants, et on est arrivé 2e sur 16 candidats dans la commune de Keur Massar Sud. Ça, c'est pas n'importe quoi. C'est une véritable performance pour qui sait analyser la politique, parce qu'il n'y a que Yewwi Askan Wi qui est passé devant nous. Et on sait ce que c'est que la machine de Yewwi, et on sait également même comment le vote
pour Yewwi s'est mobilisé. Il s'est plus agi d'un vote de rejet de la majorité qui était là, plutôt que d'un vote d'adhésion spécialement pour Yewwi. Donc arriver deuxième sur 16 candidats, être devant Wallu, être devant Gëm Sa Bopp, être devant, comment il s'appelle, Benno Bokk Yakaar, etc. À mon avis, ce n'est pas une petite performance. Absolument. Alors juste une pause et nous revenons dans une poignée de secondes. Mes journées sont très mouvementées, alors il me faut un partenaire avec beaucoup d'assurance. Mon choix, c'est Intimax. Intimax, une serviette fine au voile micro-perforée en gel intime et protège-slip. Mesdames et messieurs, vous suivez toute la vérité et je rappelle que nous recevons aujourd'hui Amadou Ly Akili. Mais c'est quoi Akili? Akili, c'est le nom de l'entreprise et ça signifie intelligence, tout simplement. En quelle langue? En plusieurs langues, le Pulaar, le Swahili, il paraît le Jula, etc. Donc voilà. Donc en fait, le compteur était intelligent. Absolument. D'accord. Alors, bien entendu, allez-y comprendre qu'il est président de YesAl En Marche, PDG de Akili SA, administrateur du club des investisseurs sénégalais. Et aujourd'hui, vous avez évoqué un peu votre performance au plan des élections locales. Arrivé deuxième, ce n'était pas donné. Absolument. Alors, là, on parle de présidentielle. Est-ce que vous allez vous engager? On est déjà engagé. Ah bon? On est déjà engagé et on a l'intention d'être candidat à l'élection présidentielle de 2024. On a déjà commencé à travailler pour ça. Est-ce que ce n'est pas trop prétentieux aussi de votre part? Non, c'est pas prétentieux. Pourquoi ce serait prétentieux? Il y a des gens qui ne se sont pas engagés au local qui sont candidats. Alors eux, ils sont encore plus prétentieux que nous alors. Non, mais je veux savoir parce que... Non, je demande. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Il y a plein de candidats aujourd'hui. Je ne parle même pas des tout derniers arrivés. Il y en a qui sont là dans l'espace politique depuis longtemps. On ne les a pas vus s'engager au local. Et pourtant, les locales, pour moi, c'est la meilleure façon de se jauger politiquement parce que vous allez tester votre capacité à avoir une base électorale ou pas. On ne peut pas faire de politique sans base électorale. C'est ça la réalité. Donc, on a ici aujourd'hui parmi les candidats des gens qui ne se sont jamais présentés aux élections locales. Et vous êtes déjà engagé pour 2024. Vous avez déjà... Non, donc je demande, je veux avoir votre avis là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez de ceux qui sont engagés alors qu'ils ne se sont jamais engagés pour la présidentielle, déclarer leur candidature pour la présidentielle alors qu'ils ne sont pas partis au local? Qu'est-ce que vous en pensez? Peut-être on attend de voir avec le parrainage. C'est prétentieux ou pas de leur part? On attendra de voir avec le parrainage et les autres films. Non, d'accord, mais est-ce que c'est prétentieux ou pas déjà de leur part? Bon, de toutes les façons, je garde moi mon point de vue et je suis avec Amadou Ly qui a l'intention d'aller à la conquête du fauteuil présidentiel. Absolument. Et vous allez vous baser sur quoi? Quelles sont vos capacités pour justement arriver à vos fins? Non, parce que je vous le dis, en fait, nous, notre engagement politique, dès lors que vous, en tout cas, si vous êtes sérieux dans ce que vous faites, tout parti politique, toute formation politique a vocation à aller à la conquête du pouvoir. Et dans la conquête du pouvoir, c'est la magistrature suprême et justement la conquête suprême des conquêtes. Donc, par définition, nous ne pouvons pas voir une élection arriver et rester dans notre coin et dire on ne participe pas à cette élection-là. Donc déjà en tant que formation politique, nous avons l'obligation de participer à ces élections-là. Ensuite, au-delà de cela, nous avons un projet de société que nous pensons être le projet le plus adapté aux besoins du Sénégal aujourd'hui. La vision, on ne peut pas faire de politique sans avoir deux choses à minima. Sans avoir ce qu'on appelle une idéologie. Les gens font de la politique sans idéologie. Moi, je considère que YesAl En Marche a une idéologie qui répond aux besoins même du Sénégal actuellement. Parce que notre idéologie, c'est la démocratie responsable. La démocratie responsable, ça traduit quoi? Ça traduit l'idée que, oui, on est en démocratie, la libérale démocratie, donc toutes les formes de liberté, d'entreprendre, d'orientation, de ceci, de cela, etc. Mais avant cela, on fait appel d'abord au principe de responsabilité. Le principe de responsabilité, c'est quoi? C'est de faire comprendre aux citoyens sénégalais qu'il y a des lois et des règlements avec lesquels il faut être en conformité à tout moment avant de pouvoir aspirer à faire jouer votre liberté. Vous ne pouvez pas, on vous dit ne faites pas ça, vous venez faire ça, et après derrière vous espérez pouvoir vous en sortir parce que vous allez pouvoir corrompre, parce que vous allez pouvoir ceci, parce que vous connaissez quelqu'un qui peut vous tirer d'affaire. Ça doit cesser dans ce pays-là. Nous devons faire comprendre aux gens que si on veut que le Sénégal qu'il fonctionne correctement, nous devons rappeler aux gens que le principe de base d'abord, c'est celui du respect de toutes les lois, toutes les lois et règlements dans ce pays-là. Et la deuxième chose, c'est la vision. On ne peut pas dire avoir une ambition politique
aspirer à diriger les Sénégalais sans avoir, pareil, une vision. Si vous voulez diriger, pas seulement en politique, n'importe quelle, même si c'est une association de quartier que vous dirigez, vous devez pouvoir dire aux gens quelle est la vision, où est-ce que vous voulez les amener dans X années. Donc nous, aujourd'hui, au regard de notre diagnostic de la situation économique et sociale du Sénégal, la vision que nous avons proposée, c'est la suivante. On veut bâtir un État stratège et entrepreneur qui s'appuie sur son secteur privé national. Je répète, bâtir un État stratège et entrepreneur qui s'appuie sur son secteur privé national. Les mots sont clés et sont forts. Bâtir, ça veut dire l'idée de construire par soi-même. Un État stratège et entrepreneur, c'est donc l'entreprise avant tout. Mais avec qui? Avec notre secteur privé national. Ce n'est pas du protectionnisme. J'aime pas quand les gens mettent en avant le protectionnisme. J'allais vous poser la question. Non, c'est pas ça. J'entends certains leaders politiques parler de protectionnisme. On peut faire du protectionnisme sans le nommer. Parce qu'effectivement, charité bien ordonnée commence par soi-même. Et le fait de s'occuper de soi ne veut pas dire qu'on n'aime pas, qu'on ne voudrait pas s'occuper des autres. Mais en l'occurrence, effectivement, nous devons d'abord essayer de régler nos problèmes par nous-mêmes. Je ne peux pas comprendre. Regardez le contexte dans lequel nous sommes aujourd'hui. Il y a à peu près quelques jours, là, on a entendu parler de l'inflation ou l'hyperinflation, même sur le prix de l'oignon. Mais c'est extraordinaire. Un simple exemple, il est là. Il a fallu qu'on aille frapper aux portes du Maroc, qui avait fermé donc ses frontières sur ce plan-là, pour presque, j'ai envie de dire, mendier 10 000 tonnes ou 11 000 tonnes d'oignons pour pouvoir satisfaire notre besoin intérieur. Vous pensez que c'est normal dans un pays qui a presque 4 millions d'hectares de superficie de terre arable? Je vous repose la question. Ce n'est pas normal. Et c'est la raison pour laquelle, nous, dans notre vision, on pense que le problème principal du Sénégal, c'est la question de l'emploi. Et c'est d'ailleurs, je le disais tout à l'heure, par rapport à la perspective qu'il faut donner à la jeunesse, vous avez un pays dans lequel 76% de la population a moins de 35 ans. C'est-à-dire sur chaque 4 personnes que vous prenez, les 3 sont considérés comme étant des jeunes. Vous avez une population relativement jeune. Premier point. Deuxième point, quand vous regardez cette jeunesse-là, la grande majorité de cette jeunesse ne travaille pas. Ce n'est pas avec le Khoï Daouni ou je ne sais pas quoi qu'on va régler. Oui, mais vous n'allez pas reprocher aux tenants actuels d'avoir essayé quelque chose. Non, c'est bien d'avoir essayé, mais on aurait pu faire... les DAC, mais c'est pas ça. Les DER, mais justement les DAC. Voilà des choses qu'on n'a pas... Le problème principal que nous avons, c'est on politise trop à outrance les organisations ou les programmes qu'on met en place. Pour moi, les DAC et la DER, ce sont des programmes qui étaient formidables si on les avait exécutés et respectés comme il fallait. Malheureusement, ce n'est pas le cas. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, les leviers pour le développement du Sénégal, c'est pour moi avant tout l'agriculture, l'élevage et la pêche, mais pas au sens de, comment on appelle ça, juste primaire de la chose comme ça. Parce que tout simplement, le premier marché à satisfaire, Fabrice, c'est celui de l'alimentation. Qu'est-ce qu'on fait tous les jours? De quoi est-ce qu'on ne peut pas se passer tous les jours? Manger. Manger? Oui. Et quand on mange, tout ce qu'on mange là, ça provient d'où? Il n'y a que 3 sources. Soit c'est quelque chose qui a été cultivé, soit c'est quelque chose qui a été élevé, soit c'est quelque chose qui a été pêché. Donc les 3 sources d'alimentation que nous avons là, pourquoi on ne les exploite pas comme il faudrait dans notre pays? Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas les investissements structurants qu'il faut pour satisfaire? Je regardais l'autre jour une publication là, que j'ai vue sur Facebook qui donnait le cas de l'Égypte, qui disait que si je ne me trompe pas, c'était quelque chose comme pareil autour de 3 millions, 4 millions d'hectares qu'ils sont en train d'exploiter, donc pas loin du potentiel que nous avons ici. Alors c'est sûrement un pays plus grand que nous, mais apparemment en termes de terres arables, c'est pas loin de ce que nous avons. Mais ils sont premiers sur tout un tas de produits horticoles et agricoles, où ils sont en première ligne en termes de production à l'échelle de l'Afrique. Ils sont autonomes et vont même vers l'exportation. Pourquoi est-ce qu'on ne ferait pas la même chose chez nous? Alors quand on le dit comme ça paraît des lieux communs, c'est-à-dire ce que n'importe qui pourrait dire, mais on a une vision, et c'est là où je reviens également sur le profil. Oui. Pourquoi on s'est engagé en politique? Parce qu'on considère qu'on a essayé jusqu'ici qu'avec des politiciens purs. C'est-à-dire les politiciens professionnels. Professionnels, bon voilà, c'est vous qui le dites. Ouais. C'est-à-dire des gens qui ne font pas autre chose que la politique. Mais pourquoi, pour une fois, on n'essaierait pas de tester? Alors, j'ai parlé avec un responsable politique il n'y a pas longtemps, il a utilisé un terme que j'aime bien, il a dit les technopolitiques. Il y a les technocrates. On dit que les technocrates ne peuvent pas gérer parce que ceci, cela, etc. Et qu'il faut faire de la politique pour gouverner. Bon, dont acte. Mais donc ces technopolitiques-là,
est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'utiliser, de leur confier les responsabilités et de voir où est-ce qu'ils vont mener le pays? Parce que, encore une fois, le problème principal que nous avons, c'est un problème de vision. On a besoin d'un président qui soit altruiste. Je ne veux pas faire un truc, mais ce que pour moi, Mohamedou Makhtar Cissé a fait en signant le contrat avec Akili, pas de son plein gré comme ça pour faire une faveur à Akili. Non, il a signé le contrat après avoir discuté pendant 18 mois avec des équipes techniques de Senelec qui ont été là, les directeurs de Senelec. Ils sont tous aujourd'hui à Senelec encore. Hein. Et c'est eux qui sont revenus? Non, c'est pas eux qui sont revenus. C'est ça. Ça vous montre justement comment fonctionnent nos pays. On change une personne, un nouveau DG arrive, allez savoir comment est-ce qu'il tient les gens et suffisamment pour les empêcher d'exprimer, parce qu'effectivement, vous avez totalement raison, on devrait s'attendre à ce que quand un nouveau DG arrive comme ça et qu'il veut revenir sur quelque chose qui a été fait en bonne et due forme, qui plus est lui-même avant d'être DG était administrateur du conseil d'administration, donc administrateur de Senelec, et était là quand on est venu soumettre le projet devant le conseil d'administration. Mais comment se fait-il que quand cette personne-là vient vouloir changer quelque chose qui a été déjà signé en bonne et due forme et qui est entré en exécution, personne ne se lève en interne pour s'offusquer de cela? Personne ne se lève pour dire, mais attention, DG, ce que vous voulez faire là, ça ne peut pas être. On a l'impression que Biteye entre votre esprit là. Hein? Non, c'est pas qu'il entre mon esprit, c'est une réalité. C'est-à-dire, la réalité, c'est, comme je vous dis, comment que je le nommerai. Oui. Et la réalité, c'est ça. C'est pas autre chose. Donc, encore une fois, je dis que je revenais sur l'exemple de Mohamedou Makhtar Cissé. Parce que c'est ce que j'appelle de l'altruisme patriotique. Le patriotisme, ce n'est pas un mot comme ça qu'on sort, etc. Non. Si on veut développer ces pays-là, quand on voit qu'il y a des Sénégalais qui ont le talent, moi je vais plus loin. Moi je dis, même si les Sénégalais n'ont pas le talent, il faut leur donner. Et on les accompagne jusqu'à ce qu'ils sachent faire. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va avoir de l'expertise. Mais en l'occurrence, ici, nous avions déjà fait nos preuves. Nous avons déjà démontré notre capacité technique. Pourquoi est-ce que vous voulez, diable, enlever ça entre les mains du Sénégalais et mettre ça entre les mains d'un Israélien? Dites-moi. Alors, donc, globalement, on va peut-être revenir sur le sujet par rapport à peut-être vos ambitions pour ce pays. En réalité, donc, il y a beaucoup à faire pour ce qui relève de la politique de l'emploi. C'est ça. Il y a beaucoup C'est le principal point. Je vous dis aujourd'hui, tous les mots du Sénégal peuvent se résumer en un seul point. Créer de l'emploi. Créer de l'emploi est principalement pour les jeunes parce que, comme je vous dis, ils sont majoritaires. Vous voyez des gens prendre des filières, ils vont tout le monde fait l'enseignement général, puis après l'enseignement général, les gens sont orientés, parfois à l'UVS, parfois dans les facultés en présentiel, etc. Et les gens vont dans des filières sans issue quasiment parfois. Rien qu'hier, je discutais avec un jeune qui m'envoie un CV en me disant oui, on m'a orienté vers ça, mais bon, finalement, je ne sais même pas où est-ce que ça va mener, etc. Et ça pose un problème. Nous devons repenser complètement tout le système. Déjà. Donc vous êtes un anti-système. Non, c'est pas. Non, c'est pas être anti-système. Non, ça c'est pas être à la mode. Et ça, il faut arrêter de dire. Ça, vraiment, il faut que les gens sortent de ces trucs-là. Le système sénégalais n'est pas si mauvais que ça. Mais encore une fois, il y a des choses à revoir. Mais les politiciens professionnels, qu'ils laissent un peu la place aux technopolitiques. Oui, bah, qu'ils la laissent. S'ils ne la laissent pas, ou à ceux qui ne sont pas des politiciens professionnels. Non, mais s'ils ne la laissent pas, les technopolitiques n'ont qu'à se faire la place eux-mêmes. Ah, d'accord. C'est comme ça aussi que ça marche. Hein. C'est-à-dire, il faut que, pardonnez-moi l'expression Wolof, mais il faut que c'est-à-dire, il faut que vous ayez le courage de vos ambitions. D'accord. Vous savez, il faut pas. Si vous devez penser à votre petit privilège, parce que vous êtes chef d'entreprise et vous vous dites, ah tiens, si je m'engage, peut-être que les impôts vont me tomber dessus, parce qu'on va instrumentaliser ceci, cela. Mais c'est comme ça que ça se passe. Pourquoi aller chercher loin? Prenons votre patron, Bougane Gueye Dany. Il a dit qu'on l'a vu ici, quand le fisc est venu chez vous, il dit que c'est parce que c'est son engagement en politique, etc. Mais ce que je dis justement, c'est que si vous êtes véritablement convaincu et que vous avez le Sénégal chevillé au corps, eh bien, ma foi, ces tracasseries-là ne doivent pas vous faire peur. Parce qu'effectivement, comme disait l'autre, c'est le difficile le chemin. C'est ça la réalité. Donc, effectivement, il peut y avoir des risques. Mais ce risque-là, pour moi, n'est absolument rien face aux enjeux, face à l'exigence d'engagement que nous avons pour
le Sénégal pour les jeunes Sénégalais, parce qu'encore une fois, je ne peux pas comprendre, nous, qu'on soit là et qu'on pense pouvoir avoir des solutions et qu'on reste dans notre coin parce qu'on se dit on a peur de s'engager et d'essayer de proposer nos solutions parce que si on le fait, telle chose nous arriverait. Le fisc va vous tomber dessus. Mais aussi, parfois aussi, le fisc ne tombe pas dessus sur quelqu'un dans le vide aussi. Non, absolument, vous avez raison. Vous avez absolument raison. La question, ce n'est pas ça. Je le dis justement parce que les gens disent, entre autres, il n'y a pas que le fisc. Il y a plein de choses qu'on vous dira. Si vous vous engagez parce que vous êtes chef d'entreprise, telle ou telle chose peut vous arriver. Vous n'avez plus de marché, par exemple. Non. Entre autres, on vous dit ça. Mais oui, mais tout ça, ça peut arriver. Exactement, pour donner un exemple. Vous avez raison, ça peut arriver. Mais je dis. Mais ça peut être un procès en sorcellerie aussi, hein, parce que quand même, il ne faut pas aussi être un homme politique pour que quand on vous refuse des choses, il faut dire que c'est parce que vous faites de la politique. Absolument, je suis totalement d'accord avec vous. Et je suis totalement. Il ne faut pas politiser tout. Tout, voilà. Il ne faut pas qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui arrive, on dise oui, c'est parce que je fais de la politique qu'on met des bâtons dans les roues, etc. Mais ça, il faudrait le dire plus aux gens qui le disent souvent qu'à nous. Nous, on n'a pas entendu ça. Mais oui, mais comme c'est une affaire de politiciens professionnels jusqu'à l'heure, donc on peut peut-être suspecter que c'est ça un peu qui se passe. Des suspicions. Mais en matière de liberté, pour ceux qui relèvent des libertés, parce que un pouvoir, c'est un tout, hein, des libertés. Aujourd'hui, ceux qui disent que vraiment il y a un recul au plan démocratique au Sénégal, vous acquiescez? Est-ce que vous ne considérez pas que, bon, ben, ils sont dans de la, excusez-moi de l'expression, de la démagogie gratuite? Non, ce n'est pas de la démagogie. Vous savez, je pense qu'il faut respecter les opinions des gens. Chacun... Mais c'est ce qui se fait. Oui, oui. Donc chacun... Oui, c'est pour ça. On est dans un pays libre où les gens sont libres justement de dire ce qu'ils pensent. Les Sénégalais sont libres de penser que... Certains, en tout cas, sont libres de penser qu'il y a un recul démocratique. Certains sont libres de penser que l'état de droit est menacé ou qu'il est déstabilisé. Et vous pensez quoi? Non, moi personnellement, en ce qui me concerne encore une fois, je pense que ce n'est pas tant le système. Vous avez beau, j'ai entendu certains dire oui, il faudrait rendre la justice plus indépendante, sortir le lien qu'il y a entre comment on appelle ça, entre le Conseil supérieur de la magistrature et le président de la République, etc. Il faudrait le changer, il faudrait mettre en place le Conseil supérieur de la justice, tout ça, j'ai entendu ça. Eh bien, moi je pense que plus que l'organisation, parce que tout système est perfectible, il y a toujours moyen d'améliorer l'organisation. Mais de mon point de vue, c'est peut-être plus du côté des hommes qu'il faudrait regarder. Parce que vous avez beau mettre le système que vous voulez en place, si vous mettez des hommes qui sont faillibles, eh bien, vous aurez toujours des difficultés. Et ce qui est une réalité, c'est que la perception de certains est qu'effectivement, la démocratie est menacée, ceci, cela, etc. Et dès lors qu'il y a une partie de la population qui pense ainsi, moi je pense que la moindre des choses, c'est de leur prêter une oreille attentive et de voir comment est-ce que, parce qu'il y va aussi de l'image du Sénégal. Moi, je suis pour qu'on préserve la paix au Sénégal, parce que sans paix, on ne peut pas faire cette émission, sans paix, on ne peut pas vaquer à nos occupations, sans paix, il n'y a pas de développement. Donc, tout quoi qu'il en coûte pour maintenir la paix,